Citoyennes, citoyens, bonjour et bienvenue dans ce nouvel espace commentaire, l'émission où je réponds à vos questions de la semaine. Comme vous l'avez vu au titre, on va commencer avec un peu d'astronomie. Est-ce que tu pourrais nous parler de J005311 ? Bonjour Hugo, J005311 est une étoile qui a été identifiée pour la première fois dans les données de WISE, un télescope spatial lancé en 2009. Elle réside au sein d'une nébuleuse planétaire. En 2019, ses propriétés ont beaucoup intrigué les astronomes. L'étoile est en effet très chaude, dénuée de la moindre trace d'hydrogène ou d'hélium, et semble être à l'origine de vents stellaires très rapides. Ces derniers ont en effet été estimés à 16 000 km par seconde. Ces caractéristiques ont mené à l'hypothèse d'une naissance par fusion entre deux naines blanches. Les naines blanches sont des corps petits et très denses dont le cœur n'abrite plus aucune réaction de fusion nucléaire. Il s'agit de la dernière étape de la vie pour les étoiles semblables au Soleil. À la fin de l'année dernière, une étude a été publiée sur J005311, suite à une campagne d'observation de l'étoile et de sa nébuleuse en rayon X. Elle met en évidence la présence de néon, de magnésium, de silicium et de soufre dans l'étoile et sa nébuleuse. Cette découverte permet de réaffirmer le scénario de naissance de J005311. Une naissance par la rencontre de deux naines blanches est toutefois surprenante. Un tel événement devrait déboucher sur une supernova de type 1A, laquelle aurait toutes les chances de vaporiser complètement ses corps parents. Il semble cependant que J005311 n'ait pas été détruite par cette rencontre. À la place se dresse un objet, probablement instable, qui pourrait être qualifié de nouveau type d'étoile. Il va probablement s'effondrer d'ici quelques milliers d'années pour devenir une étoile à neutrons. En attendant, J005311 a déjà reçu le qualificatif d'étoile zombie. On continue dans les étrangetés de l'univers et on va prendre la question de Nicolas. Pourrais-tu nous parler de la planète GJ 1132b ? Je viens de voir que la NASA a dit que cette planète aurait perdu son atmosphère. Bonjour Nicolas, Gliese 1132 est une naine rouge évoluant à 40 années-lumière du système solaire. Elle est accompagnée par au moins deux planètes, dont celle que tu évoques dans ta question. Cette dernière gravite très près de l'étoile. Elle en fait le tour en seulement 1,6 jours. Elle est environ 1,2 fois plus grande que la Terre et 1,6 fois plus massive. Cette planète s'est probablement formée en tant que mini-Neptune, avec une atmosphère épaisse et un diamètre plusieurs fois supérieur à celui de la Terre. Son atmosphère aurait cependant été arrachée par les puissantes éruptions de son étoile. Il ne serait alors plus resté que le cœur de la planète, une boule rocheuse à peine plus grande que la Terre. C'est là que les choses deviennent intéressantes. Des observations menées grâce à Hubble semblent indiquer qu'elle a retrouvé une atmosphère. Celle-ci serait composée d'hydrogène, de cyanure d'hydrogène et de méthane. Pour expliquer ce phénomène, les chercheurs responsables de l'observation pensent qu'une partie de la première atmosphère a été captée par le manteau en fusion de la planète, lorsque celle-ci était jeune. Des gaz capturés seraient aujourd'hui peu à peu relâchés par l'activité volcanique à laquelle la planète est soumise. Ce mécanisme réalimenterait en permanence l'atmosphère, malgré le fait que celle-ci continue de s'échapper dans l'espace. GJ 1132b est ainsi un cas particulier d'une planète qui a connu deux atmosphères très différentes au cours de son histoire. Ses conditions de surface sont très difficiles, avec des températures probablement supérieures à celles de Vénus. Ce qui en fait un mauvais candidat pour la recherche de la vie. Elle constitue cependant une cible intéressante, car très proche de la Terre. Il sera peut-être possible de déterminer plus précisément la composition de son atmosphère et même la vitesse de ses vents dans un futur proche. On va parler maintenant d'un vaisseau que j'affectionne beaucoup avec la question d'Eric. Des nouvelles de la navette de Sierra Nevada ? Bonjour Eric, la navette Dream Chaser de l'entreprise Sierra Nevada devait réaliser son premier vol en fin d'année. Il faudra cependant attendre 2022 à cause de l'impact de la crise du coronavirus. Sierra Nevada avance bien dans l'assemblage et le test de son premier prototype, qui prendra le nom de Tenacity.
Un deuxième véhicule est en cours de construction et chacun d'entre eux est prévu pour réaliser au moins 15 vols. Sierra Nevada dispose pour le moment d'un contrat qui couvre 6 missions à destination de l'ISS pour le compte de la NASA. Elles permettront de transporter du cargo, même si l'entreprise rêve toujours de vols habités. Elle cherche donc d'autres clients potentiels pour son véhicule et commence à tourner son regard vers la Lune. Sierra Nevada développe ainsi un projet qui prend le nom de Life. Il s'agit d'un habitat spatial gonflable, un peu à la manière de ce que propose Bigelow Aerospace. Il pourrait prendre place en orbite sur une station telle que la LOPG ou à la surface. Au décollage, il est pensé pour tenir dans une coiffe de 5,40 m, mais une fois gonflé, il peut s'étendre sur 8 mètres de long et 8 mètres de diamètre. Pour le moment, Life n'a pas trouvé sa place dans le programme Artemis. Sierra Nevada devrait donc continuer à concentrer l'essentiel de ses efforts sur la navette Dream Chaser. La première décollera grâce à une fusée Vulcan pour une mission dénommée SNC Demo 1. Elle ira s'amarrer à l'ISS pour une durée d'1 mois et demi, avant de revenir se poser sur Terre à la manière d'un avion. Pour éviter tout retard supplémentaire, il va donc falloir que le lanceur Vulcan d'ULA réussisse son premier vol, qui est pour le moment toujours prévu pour cette année. On va parler maintenant d'un projet fantaisiste mais intéressant. Est-ce que tu pourrais nous parler du projet Voyager Station prévu pour 2027 ? Bonjour Eloïc. Les années 2020 et 2030 pourraient voir émerger les premières stations spatiales privées. Le projet le plus avancé est probablement celui d'Axiom Space, qui a déjà confié la conception d'une partie de ses modules à Thales Alenia Space. On pourrait aussi parler d'Aurora, qui n'a pour l'instant qu'un concept, et de Bigelow Aerospace, qui a déjà rattaché son module Beam à l'ISS. Orbital Assembly Corporation est une autre organisation avec des ambitions similaires. Elle souhaite mettre en place le premier hôtel orbital, la fameuse Voyager Station. Il s'agit d'un projet immense qui relève pour le moment de la science-fiction. L'hôtel devrait en effet être capable d'accueillir plusieurs centaines de touristes et plus de 100 membres d'équipage. Il arriverait par Starship et bénéficierait d'une gravité artificielle par rotation. Le projet est certes intéressant, mais on a du mal à l'imaginer aller au bout de ses ambitions, surtout dans un laps de temps aussi court. 2027, c'est quasiment demain, et il faudrait sécuriser un financement très important très vite pour que le projet ait une chance. Les hôtels spatiaux vont peut-être voir le jour, mais il y a fort à parier qu'ils ressembleront dans un premier temps à des stations spatiales classiques, un ensemble de modules cylindriques sans aucune gravité artificielle. Le tourisme orbital n'est d'ailleurs probablement pas une manne assez rentable pour justifier la construction d'une station. Les premières stations privées devront certainement s'adresser à tout type de clients, aussi bien des touristes que des agences spatiales ou des studios de cinéma. Elles pourront bénéficier de l'arrivée sur le marché de vaisseaux orbitaux privés tels que la Crew Dragon ou le CST-100 Starliner pour les desservir. C'est toutefois une vision qui ne devrait pas voir le jour avant au moins 5 ou 10 ans. Allez, pour terminer cet épisode, on va partir du côté de l'ISS. Pourrais-tu nous parler du dernier module de l'ISS lancé en décembre 2020 et des missions qu'il a déjà accomplies ? Bonjour Bess, bien que l'assemblage de la Station Spatiale Internationale soit officiellement terminé, elle continue de recevoir de petits ajouts régulièrement. Le 6 décembre 2020, la mission CRS-21 a ainsi permis de déployer un nouveau SAS sur la station. Il a été financé par la société Nanorax et construit par Thales Alenia Space. Ce n'est pas un SAS destiné au passage des astronautes, mais à celui de charges utiles et nanosat vers l'extérieur de la station. L'ISS est en effet régulièrement utilisé pour ce type de déploiement. Pour l'utiliser, les astronautes fixent les charges utiles sur la paroi du SAS. Ce dernier est alors désolidarisé de la station et un bras robotisé peut aller chercher les satellites et les expériences pour les lâcher en orbite ou les installer sur des supports externes. Il y en a plusieurs sur l'ISS, dont un est fixé au laboratoire européen Columbus. Il se nomme Bartolomeo et a lui aussi été déployé l'année dernière. Il est ainsi possible pour des observatoires et des universités de payer pour avoir une charge utile installée sur l'extérieur de la station pendant 6 mois ou 1 an, tout en recevant des données régulièrement grâce à la connectique installée sur ces supports. L'expérience peut éventuellement être ramenée sur Terre à la fin de cette période. L'ISS va continuer à recevoir de nouveaux ajouts, plus ou moins importants dans les années qui viennent.
Les Russes souhaitent installer un nouveau laboratoire qui devrait être lancé cet été et qui porte le nom de Nauka. Il devrait augmenter significativement le volume pressurisé de la station. À partir de 2024, ce sera au tour du segment orbital d'Axiom de venir se greffer sur la station, ce qui devrait se traduire par l'ajout de plusieurs modules pressurisés supplémentaires. L'ISS de 2025 devrait donc être assez différente de l'ISS de 2021. Voilà, cet espace commentaire est déjà terminé, mais j'espère qu'on a répondu à quelques-unes de vos interrogations. Nous, on se retrouve la semaine prochaine pour d'autres vidéos sur l'actualité spatiale. D'ici là, citoyennes, citoyens, portez-vous bien.